Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on part à la date de 1770, le mariage entre le futur Louis XVI et Marie-Antoinette d'Autriche se transforme en catastrophe en plein Paris. Un mouvement de foule provoqué par un incendie fait 132 morts et plusieurs centaines de blessés. C'est la pire tragédie pyrotechnique de l'histoire de France. Vous voulez en savoir plus sur le mariage catastrophe de Marie-Antoinette et de Louis XVI? Venez avec moi. L'idée d'un mariage entre les couronnes de France et des Habsbourg mûrit dès le début des années 1760, mais ne se concrétise qu'en 1770. Le 19 avril, à Vienne, le mariage a lieu par procuration du dauphin, futur Louis XVI, petit-fils de Louis XV, avec Marie-Antoinette d'Autriche, dernière fille de Marie-Thérèse d'Autriche. La jeune archiduchesse arrive à Versailles le 16 mai suivant. Après avoir franchi les grilles du château vers 10h du matin, elle est installée dans le grand appartement de la reine, où elle doit se préparer au mariage officiel dans la chapelle royale. À 1h de l'après-midi, elle fait son entrée dans le cabinet du roi. Vêtu de l'habit d'or et de diamants du Saint-Esprit, le dauphin va lui prendre la main. Le duc de Choiseul, ministre de Louis XV et favori de la marquise de Pompadour, a désiré l'unir à l'héritier de la couronne de France pour contrer l'influence anglaise après la guerre de 7 ans. Le roi et la famille royale encadrent le futur Louis XVI. Ému, le dauphin passe l'anneau au frêle doigt de son épouse. La cérémonie achevée, on procède aux signatures du registre des mariages. Dans son appartement, la dauphine reçoit en début d'après-midi sa corbeille de noces, splendide cabinet ciselé contenant profusion de bijoux et d'objets précieux. Avant de fermer les rideaux, Louis XV donne quelques conseils à son petit-fils. Peine perdue, le mariage ne sera pas consommé avant 7 ans. Le jeune couple assiste ensuite à la réception des ambassadeurs, avant de se rendre dans la galerie des glaces, illuminée, où se tient le jeu de roi. Le feu d'artifice prévu est reporté pour cause d'orage. La journée s'achève par un somptueux festin, servi dans le tout nouvel opéra royal aménagé par Gabriel. Vient enfin le rituel de la cérémonie du coucher. Les jeunes mariés sont conduits dans la chambre nuptiale, celle de Marie-Antoinette. La couche est bénie par l'archevêque de Reims. Le roi passe sa chemise de nuit au dauphin et la duchesse de Chartres à la dauphine. Ils vont au lit, en présence de toute la cour, afin de montrer qu'ils partagent bien le même lit. La cérémonie se déroule le 16 mai 1770 à l'Opéra de Versailles. Récemment inauguré pour le mariage du dauphin, c'est une merveille, mais d'un coût astronomique. Les festivités organisées à Versailles sont un véritable enchantement. Pièces de théâtre, opéra, menuets, bals masqués, banquets et feux d'artifice ponctuent les journées qui suivent l'arrivée de la dauphine. Une soirée marque particulièrement le duc de Croy, témoin privilégié de cette époque, l'illumination du Grand Canal. Des lampions dessinent le parterre et ornent les grands ifs de chaque côté du canal. Des pyramides décorent le tapis vert, de splendides barques illuminées, de lanternes étendues de baldaquins voguent paisiblement sur l'eau, traçant dans l'eau des sillons de lumière. Quand le mariage et ses 1000 cérémonies seront terminées, Louis XV demandera son avis à son contrôleur général des finances. Qu'avez-vous pensé des fêtes? Je les ai trouvées impayables, sire. Peu importe pour le roi du prix du mariage, car son action était avant tout politique. Une union franco-autrichienne, c'est l'aboutissement de la vision diplomatique de Louis XV. Ne plus se battre contre l'ennemi de toujours, mais s'unir à lui en concluant une union matrimoniale entre Bourbon et Habsbourg, afin de compenser l'hégémonie de l'Angleterre et de la Prusse. Cette union avait d'abord été pensée pour le roi, mais son âge avancé de 60 ans et une descendance solide et bien établie le décide à tourner son projet envers son petit-fils pour assurer la descendance de la maison royale. La bénédiction nuptiale est donnée à Louis-Auguste et Marie-Antoinette dans la chapelle de Versailles par l'archevêque de Reims, grand aumônier du roi. Ensuite viennent les festivités. Le 30 mai, la ville de Paris fait tirer un feu d'artifice sur la place Louis XV, l'actuelle place de la Concorde, en face de la promenade des Champs-Élysées, ce qui devait ouvrir une fenêtre de respiration à un peuple empêché de franchir les frontières sociales d'un ordre fondé par le sang, aviré au drame humain. Plusieurs centaines de blessés ont été recensés d'après les archives. En cause, un immense feu d'artifice tiré des quais de Seine sur la place Louis XV. Alors que le spectacle allait se conclure, un violent incendie s'est déclenché, embrasant la paille sur laquelle étaient disposées les fusées.
Selon les archives de la Bibliothèque nationale de France, 200 000 à 300 000 personnes avaient assisté à cet événement. Or, la quasi-totalité de la foule s'est enfuie affolée, les prémices d'une catastrophe. Le mouvement de foule s'est rapidement transformé en panique. Tout le monde cherche à accéder aux principales voies de sortie, mais les carrosses des autorités royales ont bloqué les accès pour la sécurité des personnes durant l'événement. Mais cette mesure de sécurité se retourne contre les personnes. De ce fait, les milliers de gens qui se sont pressés rue Royale, actuellement située dans le 8e arrondissement de la capitale. La suite a été narrée par l'écrivain Louis-Sébastien Mercier, témoin de la scène. Il raconte: des rigoles, des trous, des pierres de taille, plusieurs équipages rendirent le passage étroit et dangereux. Je me sentis horriblement pressé. Je perdis la liberté de respirer et je fus porté en l'air près de 4 minutes par les flots tumultueux d'un peuple qui avait à la lettre l'impétuosité d'un torrent. La foule est si nombreuse et les rues si étroites que l'évacuation ne peut se faire d'une façon ordonnée et calme. Les personnes veulent s'enfuir rapidement, piétinent, bousculent ou s'en prennent physiquement aux autres personnes situées plus en avant pour tenter de gagner quelques mètres de plus afin de s'éloigner le plus rapidement possible de l'incendie. Il faudra néanmoins attendre 7 ans pour que leur mariage soit consommé avec un premier enfant né en 1778. Cette quasi-absence de relations intimes et le manque d'intérêt de Louis XVI pour la chose charnelle sont alors notoires. Marie-Antoinette se plaindra d'ailleurs dans de nombreuses lettres de se sentir délaissée par son époux. De fait, Marie-Antoinette va de plus en plus s'isoler avec ses amis courtisans dans son refuge du Petit Trianon, tandis que Louis XVI aime passer du temps à chasser plusieurs fois par semaine. Malgré une descendance de 4 enfants, il faudra attendre la Révolution française de 1789 pour que le couple se découvre une réelle complicité dans l'adversité, ainsi qu'une même conception du pouvoir et de leur autorité de caractère divin. Et pendant ce temps-là, dans le monde, le 28 février 1770, c'est la guerre russo-ottomane. Elle oppose la Russie à l'Empire ottoman, allié du Khanat de Crimée. La Russie désirait obtenir un débouché sur la mer Noire. Le 28 avril, le navigateur britannique James Cook est le premier Européen à débarquer sur la côte orientale de l'Australie. Le 17 septembre, le premier ministre portugais Sébastien José de Carvalho e Melo devient marquis de Pombal. Le 9 décembre 1770, c'est la mission diplomatique du prince Henri de Prusse à Saint-Pétersbourg pour proposer la médiation de la Prusse entre la Russie et l'Empire ottoman. Il aborde la partition de la Pologne. La mission prend fin le 30 janvier 1771. Comme on l'a vu, le 30 mai 1770, le mariage entre le futur monarque Louis-Auguste, futur Louis XVI, et la jeune Marie-Antoinette, fille de l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche, s'est conclu par la mort de 132 personnes dans les rues de Paris. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.